L'un des sujets qui fascine le plus au cinéma depuis sa création, c'est la folie, et notamment sa représentation. Le film d'aujourd'hui apporte sa pierre à l'édifice en mélangeant la réalité avec le cauchemar. Cette semaine, on parle de meurtre par procuration. Bienvenue dans Cinenzi. Meurtre par procuration, c'est un film d'épouvante réalisé par Freddie Francis, sorti en 1964. On suit une jeune étudiante qui est jouée par Jenny Linden, qui enchaîne les cauchemars et commence à douter de la réalité. Meurtre par procuration, ou Nightmare en VO, c'est une production du studio Hammer Film Production. En France, on dit souvent la Hammer, mais comme je sais pas trop pourquoi, je dirais Hammer Film. Oui, je préfère être sûr de ce que je dis au lieu d'éventuellement dire des bêtises. Dans cette vidéo, on parlera évidemment du studio Hammer, mais aussi du concept de gaslighting, et plus globalement de hantise et de folie. Mais avant, vous connaissez la formule, on raconte un peu l'histoire du film. Alors, Janet, c'est une jeune étudiante qui est dans un internat et qui est sujette à des cauchemars récurrents. Toutes les nuits, elle rêve d'une figure féminine inconnue qui est vêtue d'une camisole de force et qui lui demande mystérieusement de la rejoindre. On comprend que quand elle était enfant, Janet a assisté au meurtre de son père par sa mère, et que sa mère est depuis en hôpital psychiatrique. Puisque ces cauchemars s'arrêtent pas, et qu'ils ont même tendance à empirer, elle est renvoyée du pensionnat pour se reposer chez elle. Son tuteur, c'est l'avocat Henry Baxter, il lui attribue une infirmière, Grace, pour veiller sur elle. A partir de là, les cauchemars vont pas s'arrêter, au contraire, ils vont même s'amplifier et prendre de plus en plus de place, au point de venir perturber la notion même de réalité pour Janet. Tout va basculer quand la femme de son tuteur apparaît et que Janet croit reconnaître la femme de ses cauchemars. Comme je l'ai un petit peu mentionné en introduction, le film est produit par Hammer Film Production. On va s'arrêter un instant dessus. Alors, Hammer, c'est une société de production britannique des années 50, qui a connu le succès surtout dans les années 60 et 70, notamment avec ses reprises de classiques de l'horreur gothique. Ceux qui ont déjà entendu parler du studio Hammer penseront tout de suite à Dracula et donc à Christopher Lee, mais en fait ils ont aussi remis au goût du jour Frankenstein, La Momie et d'autres romans classiques comme L'étrange cas du Dr Jekyll ou même Le fantôme de l'opéra. En fait, dans les années 60, ça fait déjà une vingtaine d'années que Universal produit plus de films de monstres à succès. Ils sont même plutôt tournés en dérision par Mel Brooks par exemple, ou par le duo comique Abbott et Costello. La réalité c'est que comme les droits d'adaptation sont tombés dans le domaine public, tout le monde y va de sa parodie parce qu'on sait bien que ça fait plus peur à personne. Oui, vraiment, regardez Frankenstein Jr. de Mel Brooks, ou alors Denis Go contre Frankenstein, c'est vraiment super drôle. Mais Hammer va avoir une bonne idée. C'est reprendre ces icônes de l'horreur au sérieux et proposer une formule très industrielle mais qui fonctionne bien. On a un acteur fétiche, Christopher Lee ou Peter Cushing, ou les deux. Oh, les deux. Des décors en studio, comme des places de village, des châteaux gothiques, des cimetières embrumés, le tout couplé à des forêts, beaucoup de forêts. Le roi et la reine se promènent en la forêt. Des couleurs éclatantes, pour bien marquer la différence avec Universal et les années 30, mais aussi des nuits américaines bien dégueulasses. Ouais, ça on s'en serait bien passé. Surtout dans les Dracula. La nuit américaine, c'est le fait de tourner une scène de nuit le jour. C'est la nuit, là. Miro. En général, ça se voit. On va s'arrêter là sur Hammer et sa période gothique parce qu'en fait, notre film du jour, Meurtre par procuration, fait partie d'une vague qui date d'avant ce qu'on a appelé rétrospectivement l'âge d'or de Hammer Film. On est plus proche d'un style néo-gothique, comme Psychose ou l'excellent Les Innocents, dont je parlerai forcément un jour sur cette chaîne. En 1964, donc l'année de sortie du film, on est 4 ans après Psychose, qui a lancé une nouvelle vague d'horreur plus moderne. Et on n'est pas loin d'une nouvelle vague d'horreur qui arrivera avec La Nuit des Morts Vivants et qui se poursuivra dans les années 70 avec L'Exorciste et Massacre à la tronçonneuse, vraiment pour ne citer que, j'aurais pu faire une très longue liste. L'horreur est donc en train de devenir plus psychologique, elle est dans une phase de mutation, et c'est là que va intervenir le concept principal autour duquel va tourner le film, le gaslighting. Ce concept, il faut vraiment qu'on s'arrête dessus pour comprendre le film. Il se définit comme le fait de faire douter quelqu'un de sa propre perception de la réalité, de sa mémoire ou de sa santé mentale, très souvent pour maintenir un contrôle sur lui. Dans le film, le tuteur de Janet essaye de la pousser à tuer sa femme, afin de partir avec sa maîtresse, qui est l'infirmière. Pour faire ça, lui et sa complice provoquent des apparitions, en fait c'est l'infirmière qui se déguise, et ils les font volontairement ressembler aux scènes qu'a déjà vécues Janet et qui l'ont traumatisée. Ensuite, ils font évidemment en sorte que personne ne puisse la croire, en faisant disparaître les preuves de l'apparition, en mentant sur leur implication, leur présence ou non, ainsi de suite. En fait, ils se servent du passif psychiatrique de sa mère pour faire planer le doute sur la santé mentale de Janet. Ce concept, il tire son nom d'un film, Gaslight, sorti en 1944. Dans Gaslight, on a une femme qui croit être victime de hantise, et le film reprend tous les codes d'ailleurs de la hantise,
Elle est revenue vivre après son mariage dans la maison de sa tante défunte, et elle commence à entendre des bruits dans le grenier, il y a les lampes à gaz, qui donnent le titre au film, qui ont des variations de luminosité incontrôlées, il y a son mari qui se comporte de façon étrange et distante. En fait, c'est son mari qui est responsable des phénomènes entre guillemets paranormaux, et lui passe son temps à dire à sa femme qu'elle se trompe, que les lampes à gaz fonctionnent très bien, pour qu'elle commence à douter de sa santé mentale. D'ailleurs, Gaslight et Meurtre par procuration ont beaucoup de points communs parce qu'il y a carrément des éléments qu'on retrouve d'un film à l'autre. Par exemple, il y a le personnage féminin qui, à l'origine, doute déjà de sa santé mentale à cause d'un passé trouble. La femme en question se retrouve coincée dans un environnement clos, une maison dont elle sort quasiment jamais. Il y a un personnage masculin qui la manipule pour la faire douter, et aussi une vengeance du personnage principal dans l'acte final en utilisant les mêmes procédés de hantise. Bon, Gaslight c'est génial, je vais pas le répéter pendant 300 ans, c'est un film qui a inventé un genre, et plus que ça, il a carrément donné son nom donc à un concept qui est aujourd'hui utilisé dans le monde entier, dans des contextes sociaux, psychologiques et politiques. Que ce soit par exemple pour les violences psychologiques dans la sphère intime, comme dans les couples par exemple, mais aussi dans le milieu professionnel, dans des cas de harcèlement, mais aussi dans les médias et la politique, avec la manipulation des chiffres ou même le négationnisme d'événements. Elle fait du gaslighting la matrice des fake news et autres faits alternatifs qui polluent aujourd'hui notre compréhension du monde. Et histoire de pas aller trop profondément dans les références, oui parce qu'il se trouve que je vais parfois un petit peu trop loin dans la référence dans la référence dans la référence, je vais juste vous donner quelques autres exemples pour ceux qui voudraient vraiment enrichir le sujet de leur côté. On a Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, où deux femmes projettent d'assassiner le mari de l'une d'entre elles mais sont ensuite hantées par le fantôme du mari décédé. Hurler de peur de Hammer Film également, où une jeune femme revient dans sa maison natale mais hantée par le fantôme de son père qui est censé être simplement absent et pas mort. On a The Changeling, ou L'Enfant du Diable, de Peter Madak, avec un homme endeuillé qui croit être hanté et où chaque manifestation fantomatique peut être interprétée comme des manifestations de son chagrin, de son deuil ou de l'envie que sa femme et sa fille soient pas vraiment parties. Et enfin, mon préféré, The Babadook, où une mère qui élève seule son enfant est confrontée à une apparition terrifiante qui semble être liée à la mort de son mari des années plus tôt. Dans Meurtre par procuration, la plupart de ces éléments prennent la forme des cauchemars de Janet. Au début, on est certain que ce sont des cauchemars. Tant qu'elle est dans le pensionnat, les scènes de réveil sont assez explicites, et les scènes de cauchemar mettent en scène des lieux nouveaux où elle aurait pas pu aller dans le monde réel, par exemple la chambre capitonnée de la scène d'introduction. Mais à partir du moment où elle est revenue dans sa famille, la frontière entre le rêve et la réalité commence à se faire plus floue. Les scènes de hantise, qui mettent en scène la fameuse femme en robe de chambre blanche avec la cicatrice sur la joue, se déroulent toujours dans les lieux familiers pendant que Janet a l'air éveillée. Mais le film fait toujours en sorte de nous mettre le doute parce qu'en fait les scènes prennent toujours place après que Janet se soit mise dans le lit. Donc il est tout à fait possible que notre héroïne se soit endormie sans s'en rendre compte. On peut par exemple penser à du somnambulisme. Je trouve toutes ces scènes-là excellentes. Je donne pas souvent mon avis sur la forme, parce que les avis c'est toujours subjectif et que j'essaye d'être assez factuel dans les vidéos, mais là le film est quand même particulièrement méconnu, et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui connaissaient avant le visionnage de la vidéo, donc j'ai envie de m'arrêter un moment dessus. Déjà on a ce noir et blanc qui est volontaire, parce qu'en 64 la couleur est là depuis quelques années déjà. Ce noir et blanc il accentue la force des ombres, qui donc par définition cache toujours quelque chose. Notre imagination doit combler toute seule les ténèbres qui occupent presque toujours la moitié de chaque plan. C'est des séquences qui sont souvent muettes, on n'a que le silence et l'image auquel nous raccrocher, et le jeu hyper expressionniste de Jenny Linden, qui doit se débrouiller avec le langage non verbal, les expressions faciales, les cris, parce qu'il n'y a pas ou peu de dialogue dans ces scènes-là. L'ambiance sonore est extrêmement travaillée, il y a des passages orchestraux qui alternent avec des passages en musique électronique, ça souligne un peu la rupture entre le réel et le rêve, il y a la harpe et les timbales pour les scènes de peur brute, qui servent un peu de coup de tonnerre, pour révéler quelque chose de terrifiant, et tout ça c'est accentué par le jeu de Jenny Linden. Alors j'admets que c'est des artifices assez classiques, mais ici ils sont extrêmement bien utilisés, toujours à bon escient, avec un maximum d'efficacité. En fait tout ça sert un seul but, c'est participer à ancrer le spectateur dans le doute qui touche Janet. Est-ce qu'elle devient folle? Est-ce qu'elle rêve? Ou est-ce que tout ça est bien réel? On doute avec elle en fait. Au cinéma il y a plein de façons de représenter la folie, on pourrait faire une vidéo entière dessus. Notamment parce que la folie, par définition, c'est un processus interne qui va se témoigner aux yeux du monde que par des manifestations externes. Et le cinéma, c'est un art de montrer les choses. Il se concentre sur les sens externes, la vision et l'ouïe. Tout le reste, notamment les émotions, vont découler de ces deux sens. Meurtre par procuration choisit une approche sobre et efficace. Le spectateur doute autant que le personnage principal de sa folie. En plus, on nous présente un background travaillé avec l'internement de sa mère après le meurtre de son père, qui aide à renforcer la théorie de la folie. Il utilise aussi les personnages du tuteur et de l'infirmière, qui sont montrés comme des gentils, pour appuyer sur la thèse de la folie de Janet. Eux, ils voient aucune des apparitions, et en plus ils insistent vraiment sur le fait qu'elle semble être la seule à vivre la hantise. Et le spectateur à ce moment-là, il ne sait pas que eux sont complices et qu'ils font tout pour que Janet devienne justement folle. Mais au fur et à mesure que le film avance, notre point de vue va évoluer en même temps que celui de Janet. Arrive alors la deuxième partie du film, dont j'ai pas trop parlé parce qu'elle diffère vraiment de la première partie. Je vais spoiler un peu, donc on file jusqu'ici si on veut éviter le spoiler.
Et si vous êtes encore là, je pars du principe que la vidéo vous plaît. Alors pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à mettre un petit pouce bleu. Vous ai-je déjà dit que ma couleur préférée était le bleu? En croyant reconnaître le fantôme qui hante ses cauchemars, Janet a tué la femme de son tuteur. En fait, tout ça c'était qu'une manipulation orchestrée donc par le tuteur Henry et par Grace, l'infirmière. Oui, ces deux salopards sont de mèche pour faire interner Janet et toucher son héritage. Maintenant qu'ils ont réussi leur crime, ils devraient mener le parfait amour, puisqu'ils ont trouvé le bonheur dans le crime, hein, mais c'est pas si simple. Dès le début de leur nouvelle relation, non seulement ils s'entendent pas, mais en plus il y a une forme de suspicion qui va s'installer entre eux. Grace, elle est persuadée que Henry a une autre maîtresse. Le spectateur comprend rapidement qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à lui faire croire. Il y a un barman qui affirme que Henry est déjà venu dans cet hôtel-là avec une autre femme, il y a un paquet de cigarettes inconnu qui est retrouvé dans sa poche. Henry, quant à lui, il pense que Grace est en train de devenir paranoïaque et il envisage de se débarrasser d'elle à son tour. Et c'est là qu'arrive la révélation, Janet se serait échappée de l'asile. On retrouve alors tous les codes de la hantise. Grace croit perdre la tête, personne ne la croit, elle voit des choses qui semblent impossibles, notamment la poupée de Janet. J'en ai pas parlé, mais c'est un objet récurrent dans le film, qui est censé être à ce moment-là dans l'asile avec elle, sauf qu'il est là dans la pièce. Mais nous, à ce moment-là, on est de l'autre côté. Même si on sait pas vraiment la nature de ce qui lui arrive, si c'est vraiment Janet qui la tourmente ou pas, on est naturellement contre elle, et on espère qu'elle sera punie pour ses actions, pour ce qu'elle a fait à Janet. On est désormais du côté de la justice, et on espère que les coupables vont payer. Je vais être honnête avec vous, Meurtre par procuration, c'est le film qui m'a donné envie de créer cette chaîne. J'étais en train de le regarder il y a quelques temps, de me dire que c'était quand même vachement bien, et j'ai été frappé par une révélation, jamais personne ne parlerait de ce film. Franchement, je pense que je peux affirmer que je croiserai personne dans ma vie qui me parlera spontanément de Meurtre par procuration. Et si je demande à quelqu'un s'il a vu ce film, il y a de fortes chances qu'il me dise que non. Pourtant, c'est un film excellent, alors je me suis demandé pourquoi. C'est un avis qui n'engage que moi, mais ce film fait partie, selon moi donc, des victimes collatérales du streaming. Aucun service le propose. Il a une fiche sur Mubi, mais il est même pas disponible dessus. Heureusement, il a une belle édition Blu-ray. Mais ce qui me gêne, c'est sa disponibilité. Ce que je veux dire, c'est que les chances de découvrir ce film par hasard sont vraiment infimes. J'ai moi-même eu la chance de chercher à explorer le catalogue des thrillers psychologiques de Hammer Film, après avoir adoré deux autres films, Paranoïaque et Hurler de peur, qui sont dans la même veine et que je recommande vraiment. Je pense sincèrement que si les services comme Netflix ou Amazon Prime Video mettaient en évidence des films classiques, noir et blanc ou pas, hein, le public s'habituerait. C'est pas juste une question de regarder des vieux films. Il est toujours possible de forger une habitude auprès d'un public qui, en général, regarde pas ce genre de film. Faudrait pour ça mettre en avant le contenu, le rendre disponible déjà évidemment, le faire apparaître dans les recommandations, sur les pages d'accueil, dans des articles de médias généralistes. Alors, je suis peut-être un peu utopiste. Peut-être même que certains diront que je suis un peu dur envers les services de streaming, hein. Globalement, ils ont aidé à démocratiser l'habitude de regarder du cinéma à la maison, je dirais jamais le contraire. Mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Et surtout, je pense que les gens sont prêts, quoi qu'ils en disent. Les films sur la folie sont toujours appréciés du grand public. Parce que, à toute époque, on a toujours besoin de se confronter à nos cauchemars. C'est aussi à ça que sert le cinéma d'horreur d'une manière générale. On aime aussi se confronter à notre rapport au monde réel. On veut se rassurer sur notre santé mentale. Ouais, voir des fous, ça rassure. Si on les trouve fous, c'est qu'on est normal. Et le cinéma lui-même, c'est à sa façon une expérience de gaslighting. Il passe son temps à nous manipuler, nous faire douter, nous mentir pour arriver à ses fins. C'est-à-dire nous emmener là où il veut. Mais au final, il nous révèle toujours sa vérité, et quand l'écran devient noir et que le générique défile, c'est un peu un cauchemar qui prend fin. Cette manipulation narrative, elle est pas du tout malveillante, elle nous raccroche sans cesse à notre rapport à la réalité et à notre façon de voir le monde, comme pour le héros coupable, où on se questionne sur ce qu'on est censé vouloir pour notre héros si celui-ci commet un crime inexcusable. Ainsi, le cinéma ne nous éclaire pas malgré ses mensonges, il nous éclaire par ses mensonges. Et vous, parmi tous les films qui parlent de la folie, c'est lequel votre préféré ? Allez, on en discute en commentaire.